Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Brassage, votre émission socio-culturelle qui met l'Afrique en dialogue, qui fait voyager les idées et qui interroge nos réalités. Aujourd'hui, on s'intéresse à une institution aussi ancienne que nos sociétés elles-mêmes. La famille africaine et plus précisément la famille élargie. En Afrique, la famille, ce n'est pas seulement papa, maman et les enfants, c'est un oncle qui devient un second père, une tante qui remplace la mère, des cousins qui sont comme des frères, des voisins qu'on appelle tonton ou tata. C'est un système d'attache, de responsabilité, de solidarité, mais aussi parfois de tension. Alors, comment fonctionne encore cette grande famille africaine? Quelle est sa place aujourd'hui face aux nouvelles formes de vie urbaine, à la diaspora, à la modernité? Est-ce un héritage qu'on chérit ou un modèle qui s'essouffle? Avec moi aujourd'hui, mes fidèles compagnons de débat, Alamine Mahamad du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour à tous, bonjour Rania, Inakuan Africa. Mohamedou Dia du Sénégal, bonjour Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Et Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, bonjour à toi Varso. Bonjour Rania, mbote à tout le monde. Entre beauté et diversité, Rania Aït Krassi rassemble les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Commençons par clarifier les choses. Quand on parle de famille élargie en Afrique, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Varso, je te donne la parole. Eh bien, Rania, dans les sociétés africaines, la famille ne s'arrête pas au père, à la mère, aux enfants. Elle s'étend justement, elle s'élargit, s'ouvre vers des oncles, tantes, cousins, neveux, voisins, amis, des fois même parrains et marraines. C'est une structure à la fois sociale, économique et affective et parfois spirituelle. La famille élargie est un pilier des sociétés africaines. Elle désigne justement l'ensemble des proches liés par le sang, le mariage ou même l'amitié. Donc ce qui est considéré comme partie intégrante du foyer. Chez les Bété, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou les Mossi au Burkina Faso, un cousin du père est souvent appelé père aussi, donc ce qui reflète justement le fait de ce lien qui s'étire jusqu'à peut-être même que je disais à l'introduction, un voisin. Moi je me rappelle quand je partais un peu à l'extrémité hors de la ville, arrivé un peu au village, je pars peut-être à un voisin ou qui est à 5-10 maisons de chez moi, on me dit « Ah, tu as parlé, tu as vu X ?» Oui, c'est ta tante, tu sais, pendant les périodes sombres, pendant la guerre civile de 97, nos deux parents, ils ont vécu ensemble. Donc ça devenait une famille, alors qu'il n'y avait pas de lien de sang. Donc c'est pour dire quelle est la valeur dans ce sens-là. Merci Varso. Donc c'est un concept qui va bien au-delà du noyau familial. C'est un concept qui repose sur un principe de solidarité. On appartient à un groupe et ce groupe protège. Mohamedou, est-ce qu'au Sénégal c'est la même conception? Oui, c'est pratiquement la même chose. L'idéologie elle est la même chose. Donc la famille africaine ou la famille élargie en Afrique, c'est pratiquement tout l'arbre généalogique. Donc ce n'est pas uniquement le père, comme Varso l'a dit, papa, maman et fiston ou la fille. Donc c'est au-delà. C'est tout le monde qui est concerné. L'oncle plutôt est chargé de régler les mariages, c'est la personne qui est déléguée pour veiller à cela. La tante est des fois également qui est considérée comme une mère, c'est-à-dire la petite sœur à maman, c'est une mère. Par exemple, pratiquement chez moi, on les appelle
on les appelle pas tata, on les appelle maman, même le petit frère à mon père, je l'appelle pas oncle, je l'appelle papa également. Donc la famille africaine en quelque sorte, ou la famille élargie en Afrique, c'est systématiquement c'est ça. Donc, juste dire, j'aimerais juste rajouter, justement, on parlait de petite maman. Chez nous, la petite sœur de la maman, on l'appelle Mama Leki. Mama Leki, ce qui veut dire la petite maman. Donc, quand il n'y a pas maman, par exemple, surtout des familles où on peut trouver des orphelins, les Mama Leki sont vraiment appréciés et ils ont vraiment une grande place. Elle remplace la maman. La maman, exactement. Exactement. Oui, et ça ne se limite même pas à ça. Ça peut même également être des amis de longue date, une personne qui peut rentrer dans ce cercle familial et exercer également le même rôle du parent sur les enfants ou sur les sœurs. C'est-à-dire qu'il a une autorité qui peut changer tout le comportement de cette famille-là, en ce sens-là. Et il y a également les marraines, comme Varso l'a dit, les parrains. Par exemple, moi, je peux avoir un enfant et lui trouver un parrain et lui donner le parrain. C'est lui qui se charge de tout. Amen. Ah, quoi? Peut-être Varso ne pas. Mais pas la mine. Non. Donc, c'est lui qui va se charger de tout, de son éducation, tout. Pourquoi? Parce que c'est un privilège. C'est pas juste quelque chose, comme Varso aime tant le dire, c'est pas juste quelque chose qui est anodin, non, mais c'est un privilège. C'est un honneur en quelque sorte. Le fait d'avoir cette responsabilité, c'est un honneur. Exactement. Donc la famille élargie joue un rôle fondamental. C'est un réseau d'entraide, comme tu viens de le dire, Mohamedou, mais aussi un cadre éducatif. Donc l'enfant n'est pas seulement l'enfant de ses parents. Il est l'enfant de tout le monde et cela crée un sentiment d'appartenance très fort. Alamine. Alamine, est-ce que tu dirais que cette famille élargie est aussi une responsabilité qui dépasse le cercle familial? Exactement. En fait, chez nous, en Afrique en général, le terme famille n'est pas, c'est pas limité, en fait. Que ce soit une personne que tu as rencontrée, qui est dans le quartier, en fait, ce grand frère, ce père que tu as dans le quartier, il y a un terme que je voulais utiliser, c'est une sorte de citation. C'est quand un enfant n'a pas de père, c'est la rue qui va l'éduquer. C'est la rue qui va l'éduquer, c'est-à-dire c'est son entourage, les gens qu'il côtoie qui vont lui donner l'éducation dont il n'a pas reçu de son père. Donc en Afrique, moi je vais prendre un simple exemple sur moi-même. J'ai grandi dans une sorte de camp où il y avait plein de familles et je pouvais aller à n'importe quelle heure chez n'importe qui. La mère de la maison, c'est ma mère. Le père de la maison, c'est mon père. C'est pour ça que chez moi, quand je suis à la maison, toutes les mamans là, ce sont mes mères. Je n'ai pas une mère, j'ai plusieurs mères. Même ici en Algérie, je me suis retrouvé avec une mère qui a grandi avec ma mère. Genre, elle a grandi avec ma mère et elle a épousé quelqu'un. Et ils sont ici en Algérie, ils travaillent ici. Quand je l'ai rencontrée, je savais même pas qu'elle était elle connaissait ma mère et tout. Quand on a commencé à discuter et tout, ma mère m'a dit qu'elle a grandi avec elle et tout. Elle est devenue directement ma mère ici en Algérie. Quand j'ai quoi que ce soit, je peux pas faire une semaine, elle ne me cherche pas pour me demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu as ci, pourquoi tu as fait ça. Donc, la responsabilité, elle naît seule en fait. Elle naît seule parce que tu ne peux pas voir l'enfant de quelqu'un avec qui tu as grandi et ne pas prendre ses nouvelles, ne pas t'occuper de lui. Même moi, quand je vois les amis de mes petites sœurs, je les considère tous comme mes petits frères. Ils ne peuvent pas faire un truc, je les laisse. Ils font quelque chose de mal dans le quartier ou bien ils ont fait un mauvais truc quelque part et je reste sans regarder. Je reste regarder juste comme si ça ne me concernait pas. Au contraire, ça me concerne parce que l'éducation que je peux lui donner, si ses parents ne sont pas là pour lui dire que ça, c'est pas bien, ça, il faut pas faire, qui d'autre va le faire? C'est moi, c'est le grand frère du quartier, c'est le passant qui a la bonne mentalité, la bonne éducation de dire à tel enfant que non, ne fais pas ci, ne traverse pas la route comme ça. Si tu veux faire quelque chose, demande d'abord, ne ramasse pas n'importe quoi. Donc, ce que tu viens de souligner, c'est que la famille élargie est autant un refuge qu'une responsabilité. Exactement, parce que moi, par exemple, toujours dans mon cas, j'ai grandi dans deux familles. Moi, j'ai deux familles, que ce soit ma famille biologique, c'est la famille dans laquelle j'ai grandi. Donc, quand j'ai quitté ma famille biologique pour arriver dans la famille dans laquelle j'ai grandi, au début, je ne me sentais pas comme dans ma famille, mais maintenant, jusqu'à présent, quand je parle de ma mère, je parle de la femme qui m'a éduqué. Je ne parle pas de ma mère biologique. Quand je parle de mon père, je parle de la personne qui m'a éduqué et non de mon père biologique. Donc, en fait, ce sentiment que la personne a été responsable de toi
depuis ton bas âge. Ça ne te fait pas oublier ta vraie famille, mais ça te fait comprendre que la famille ne se limite pas à la personne qui t'a mis au monde. Ce n'est C'est pas un sentiment d'appartenance. Exactement. Et au début, quand je grandissais, je me sentais pas, j'appartenais à cette famille, mais pas à la grande famille. C'est après quelques péripéties, quelques aventures, quelques mésaventures, je dirais, que j'ai compris à quel point cette nouvelle famille tenait à moi, cette nouvelle famille me considérait comme leur enfant. Merci Alamine. Et concrètement, quelles sont les formes de solidarité qui perdurent aujourd'hui grâce à cette famille élargie, Varso? Eh bien, les formes de solidarité sont multiples. Par exemple, tout à l'heure, on vient de parler des personnes qui prennent soin, qui peuvent prendre en charge l'éducation d'un enfant qui ne l'appartient pas en termes de sang. Donc, l'aide peut être financière, l'hébergement temporaire, par exemple, les aides au mariage aussi, la maternité surtout, au décès. Et cela continue même dans des milieux urbains ou diasporiques. Aujourd'hui, par exemple, à Abidjan, il n'est pas rare qu'un étudiant héberge 2 ou 3 cousins venus de faire le bac. Et c'est presque pareil dans toutes nos villes. Ou peut-être dans certaines contrées où il n'y a pas d'université, les gens sont obligés de venir dans des villes où il y a des universités, eh bien, ils doivent être hébergés. Donc, on peut l'héberger étant donné un cousin lointain ou bien un cousin du village ou un voisin du village. Donc, ce qui prouve justement cette aide-là dans ce sens-là. Par exemple, chez nous, il y a ce qu'on appelle Mbongo Elibala. Mbongo Elibala, ça veut dire que quand une famille, quand on vient marier par exemple votre fille et que cette fille part dans son foyer, qu'il y a un souci par exemple, question de maladie ou autre, même si je me trouve pas au pays ou que je me trouve ici par exemple, et quand il y a mariage à célébrer ou bien X est tombé malade, on appelle tout le monde pour participer. Donc c'est pour dire que cette idée financière ou autre existe et continue à être utilisée jusqu'à aujourd'hui. Merci Varso. Oui, Mohamed. Pour cette solidarité, je vais rebondir également sur Varso. Moi, je vais pas rentrer dans l'ordre financier ou peut-être légèrement, mais je vais juste parler du côté émotionnel. Ceci dit, par exemple, moi j'ai eu, dans beaucoup de situations, j'ai vu quand même, c'est pas que même si j'ai vécu, mais quand même je vais juste parler de manière générale, dans beaucoup de situations où par exemple, il y a toujours une personne, quand on est adolescent, on est toujours têtu, il y a toujours des dégâts que l'on fait au quartier et tout, mais il y a toujours une personne, il y a toujours le voisin qui vient te dire que tu sais que ton père c'est une personne qui est vraiment respectée, tu sais que ton père il ne fait jamais ceci ou il ne fait jamais cela, donc si aujourd'hui on t'attrape faire ce délit ou on t'attrape faire ceci, donc tu vas même pas ternir ton image, mais tu vas également ternir l'image de toute ta famille. Donc pour juste, il y a toujours également ce voisin également qui veille à toujours préserver ce côté à ce que ton père ne soit, l'image de ton père ou l'image de toute ta famille ne soit pas ternée par juste à cause de l'adolescence. Pour juste dire que donc il y a tout ce tas de personnes ou tout ce groupe de personnes qui sont vraiment là quand papa n'est pas là ou quand maman n'est pas là ou quand la personne qui est responsable de ton éducation n'est pas là. Donc eux ils viennent prendre le relève à leur place. Donc pour juste dire que encore une fois, donc la solidarité, elle est vraiment multiple. Et on peut citer tant d'autres exemples, rajouter l'exemple de Varso également à l'exemple que j'ai donné. Merci. Mohamed, est-ce que tu dirais que cette solidarité est encore aussi forte qu'avant, avec l'urbanisation, la migration, la vie moderne, etc. Bon, je ne dirais pas qu'elle était aussi forte parce que au début, il faut vraiment quand même le dire tel que les choses sont. Il y a cette logique ou cette conscience que par exemple, certaines traditions, je vais l'appeler traditions, qui nous échappent de nos jours. Ceci dit, cette idée de dire que la chose ne me concerne pas, c'est pas moi, donc c'est pas ma responsabilité. Donc il y a certaines personnes qui quand même s'arment de cette idée
Et donc, ce qui tend à dire que il y a maintenant ça, c'est pas en train de perdurer. Il y a certaines personnes qui délaissent ça, mais malgré tout, les bonnes personnes restent toujours des bonnes personnes et les mauvaises personnes restent toujours des mauvaises personnes. Donc, ceci dit que dans chaque fait ou dans chaque circonstance, il y a toujours des personnes qui vont quand même s'égarer de la direction ou de la directive peut-être qu'ils ont eu ou du chemin que leurs parents ou leurs ancêtres empruntaient. Donc ça c'est comme dans le langage normal, c'est les aléas de la vie. Donc ce qui fait que pour répondre précisément à ta question, que c'est en train d'être délaissé, mais légèrement, mais quand même dans l'ensemble, moi je juge que bon, il y a toujours les personnes qui sont en train de respecter cela comme il le faut, comme il se doit faire les responsabilités. Mais justement, on voit de plus en plus de jeunes qui veulent se détacher, créer leur propre espace, leur propre rythme. Alamine, est-ce que tu constates aussi ce décalage entre les générations? Pour moi, je ne dirais pas que c'est vrai, le décalage est là, mais il n'est pas aussi grand qu'on le pense. Parce que, par expérience, parce qu'on a vécu nous tous ici, je dirais que moi, actuellement, je peux appeler Mohamed mon brother Famana Damoda. C'est mon frère d'une autre mère que Varso. C'est mon frère d'une autre mère. Si j'ai un problème, c'est eux que je vais voir en premier. Et cela ne se limite pas seulement à eux. Quand les nouveaux étudiants viennent en Algérie, la première source de responsabilité qu'ils ont, c'est les personnes qu'ils ont trouvées ici, en Algérie, c'est-à-dire leurs anciens. Un Sénégalais va venir en Algérie, il a un problème, Mohamedou ne peut pas faire comme s'il était ignorant de ce problème. Ouais. Moi, laissons l'histoire de responsabilité, peut-être tu es le président des étudiants, ça ne veut rien dire. Moi, malgré le fait que peut-être je peux être président des étudiants, je peux être chargé de telle chose ou telle chose concernant les étudiants, mais si un de mes petits frères qui vient d'arriver a un problème, la première chose que j'aurais à faire, ce n'est pas un sentiment que c'est un devoir. Je ne le fais pas par devoir, je le fais parce que je veux, parce que je ne peux pas donner de motivation derrière cette aide que je donne à ce petit frère. Parce que il vient d'arriver en Algérie, il est perdu. Moi, je suis là depuis longtemps, je peux dire. Donc, je suis obligé carrément de l'aider. Il y a d'autres personnes qui ne le feront pas. Comme Mohamed l'a dit, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont mauvais. Mais c'est pas tout le monde qui est mauvais. Moi, je peux apporter de l'aide à quelqu'un de façon désintéressée, comme une autre personne peut apporter de l'aide de façon intéressée. Mais ça n'enlève pas le fait que l'aide qu'il va recevoir sera une bonne aide. Justement, Alamine, si on parle de ce décalage entre les générations, est-ce qu'on peut dire que cela crée parfois des tensions entre ceux qui veulent préserver ces traditions et ceux qui les trouvent, si je peux dire ça, dépassées? Bon, sur ce point, oui, parce que il y a certaines personnes qui pensent que c'est révolu. Tu ne peux pas aider quelqu'un pour rien. Genre, quelqu'un va venir te poser tous ces problèmes-là pour rien. Non, ça se fait pas. Mais il y a d'autres personnes qui... Moi, personnellement, je trouve que c'est normal d'aider quelqu'un. C'est normal d'aider quelqu'un, mais ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne parce qu'on n'aide pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui doit nécessairement être aidé. Parce qu'il y a certains problèmes dans lesquels tu te mets, c'est toi-même qui allais le chercher. On ne peut pas comme on dit chez nous, ça c'est pas chez nous, c'est global. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est le satanisme. C'est clair que c'est le satanisme parce que tu ne peux pas faire une erreur une fois, quelqu'un t'apporte des solutions à cette erreur et tu continues de faire la même erreur en pensant que la même personne va venir t'aider. Non monsieur, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai le simple exemple que je peux donner, c'est par exemple quand moi j'étais à l'université à Yaoundé au Cameroun, quand j'avais les examens, la session normale, je partais rester sur un grand frère au quartier, pas dans le quartier de l'université. Mes parents ne l'ont jamais rencontré. Mes parents ne connaissent même pas qui il est. Je leur ai juste dit que c'est un grand frère que j'ai rencontré au terrain de basket et tout. Ils ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit envers lui. C'est la meilleure personne que j'ai rencontrée depuis que je suis né. Jusqu'à présent, je le considère comme mon père. Actuellement, je l'appelle même mon père. Mais ce gars, il m'a aidé dans toutes les situations que j'ai vécues. Que ce soit quand je suis ici en Algérie, que j'ai été au pays avec lui. Il a toujours été là pour moi. Pour dire que la relation que tu entretiens avec la personne, ça tisse vraiment le lien que vous allez avoir, vous allez gagner au fil du temps. Donc, c'est un peu ça. Et justement, est-ce qu'on peut imaginer que ce modèle de famille élargie puisse disparaître ou au contraire se transformer et trouver une nouvelle forme? Varso. Je dirais se transformer, oui. Parce qu'on assiste à une reconfiguration du lien familial, plus de familles nucléaires, dans le sens où il y en a plusieurs, tout le monde veut un peu
un peu être indépendant. Les jeunes parlent d'indépendance, les plus vieux parlent d'interconnexion ou bien d'interdépendance avec tout le monde. Donc, c'est sûr que ça part dans une forme une nouvelle forme justement un peu nouvelle. Mais des liens qui demeurent au-delà de la distance, par exemple, cela prouve que on est resté attaché à cela. Au Kenya, par exemple, il y a des plateformes comme M-Shanga qui permettent justement toute la famille élargie de construire un projet via Mobile Money. Donc, ce qui veut dire que tu sois aux États-Unis, en Inde, en Algérie, tu peux participer à un projet qui est sur place. Donc, chacun a fait sa petite famille un peu ailleurs pour des raisons de vie, de travail ou des possibilités, mais on n'oublie pas d'où l'on vient. Donc, Merci. je pense que c'est toujours Merci d'actualité. Varso. Mohamedou, si on se projette, quel avenir pour la famille africaine élargie? Est-ce un modèle qui va résister, se réinventer ou s'effacer peu à peu? Moi, je vais dire ça va résister et se réinventer. Pourquoi? Il y a cet adage que j'ai l'habitude de dire. L'homme est... Bon, je sais pas, je ne l'ai pas dit en premier, bien sûr. Donc, l'homme est le remède de l'homme. Ceci dit, par exemple, en Afrique, par exemple, ou bien quand on le compare à l'Occident ou dans les pays du Nord, en Europe et autres, on voit qu'en Afrique, pratiquement, il n'y a pas de suicide, pratiquement, par rapport aux autres pays. Pourquoi? Parce que la plupart, c'est la solitude qui crée ça. Quand on est seul, quand on est a lone wolf, comme on le dit en anglais, on ne s'intéresse pas aux personnes, on ne s'intéresse pas à la famille, donc il y a beaucoup de pensées qui viennent. Donc on est déprimé, il y a la dépression, et boum, on se suicide. Mais en Afrique, par exemple, quand on a un problème, c'est tout le monde qui s'intéresse, pratiquement toute la famille qui s'intéresse. Ils ne font jamais te mettre à l'écart. Ceci dit, t'ignorer. Donc, il y a cet aspect qui est là. Il y a ce phénomène qui est là. Et on sait que, ici, on sait par exemple dans ce bas monde maintenant de nos jours, si on veut avancer, il ne veut pas dire que non, moi je vais avancer seul. Parce qu'à un moment donné, tu seras en panne, tu auras besoin de main pour te donner juste un boost, pour te pousser, afin que tu reprennes tes forces et tu continues ton chemin. Donc, on sait qu'encore une fois, je reviens à la situation l'homme est le remède de l'homme. On sait qu'on ne peut pas juste dire que non, moi je vais pas éprouver d'intérêt à tisser des liens avec ma famille ou je vais me détacher complètement de ma famille parce que c'est des moins que rien, je m'excuse pour du terme. Donc donc on se sent vraiment dans l'obligation de rester unis, de rester soudés. Même quand on voit, par exemple, dans la logique, c'est quelque chose qui est psychologique. C'est quelque chose qui est vraiment, encore une fois, c'est la norme de chaque société. Même quand on prend, par exemple, dans la société des animaux, par exemple, les loups ou les lions, par exemple, des fois, ou les guépards, ils n'attaquent jamais seuls. Pourquoi? Parce qu'en attaquant juste seuls, ils font moins de pression sur la proie que quand ils sont en groupe. Donc, ceci dit que toujours la force, c'est quelque chose qui est vraiment importante sur n'importe quelle situation. Donc, ça ne va pas s'effacer. Moi, je suis convaincu que je ne vais pas rester pessimiste à ce point, mais je suis convaincu que c'est une chose qui va se redessiner et c'est également de se reconstruire dans une autre forme, réinventer. Varso l'a dit, par exemple, une personne qui peut être au Niger, une personne peut être au Mali, en Algérie, donc au Tchad aussi, j'ai à la mine. Donc, pour juste, voilà, essayer de faire en se reconstruisant, en essayer de se reconstruire pour essayer de se créer un avenir meilleur. Et je pense que c'est la même chose. Ensemble, on peut mieux avancer qu'en étant seul. Merci beaucoup, Mohamedou. Ce qui ressort de nos échanges, c'est que la famille africaine élargie reste une richesse, un repère, un espace de solidarité, mais elle est en pleine mutation. Les jeunes veulent plus de liberté, les sociétés évoluent, mais le besoin d'appartenance reste fort. Cette grande famille qui dépasse les liens du sang, qui ouvre ses bras aux voisins, à l'ami, aux cousins éloignés, reste l'une des plus belles spécificités africaines. Elle est à la fois ce qui nous protège, ce qui nous rassemble et parfois ce qui nous bouscule.
Merci à vous trois pour ces réflexions très enrichissantes. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité à Brassage. Merci à Lies Kerbash à la réalisation et Emin Chich à la barre technique. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans nos cultures africaines. En attendant, n'oubliez pas, là où il y a famille, il y a vie, il y a chaleur, il y a lien. À très vite.